Parfois, l'histoire d'un pays bascule non pas dans le fracas d'une bataille, mais dans le souffle hésitant d'un seul être humain. Dans la nuit profonde d'Ouagadougou, alors que la ville semblait dormir sous un ciel lourd de silence, un drame se préparait au cœur même du pouvoir. Le Burkina Faso, déjà meurtri par des années d'instabilité et de menaces au nord, voyait son destin suspendu à quelques battements de cœur. Ibrahim Traoré, président en exercice, symbole de résistance et d'espoir pour une Afrique en quête de dignité, travaillait encore dans son bureau. Autour de lui, les murs épais du palais semblaient solides, mais une fissure invisible s'était ouverte, la trahison. Ce soir-là, chaque pas dans un couloir, chaque porte qui s'ouvrait, portait le poids d'un complot méticuleusement orchestré. Dans l'ombre, une silhouette avançait, armée non seulement d'un pistolet, mais aussi de convictions forgées par la douleur et la manipulation. Et si, cette nuit-là, l'Afrique avait failli perdre l'un de ses fils les plus déterminés? Si vous croyez que l'éveil de l'Afrique ne fait que commencer, abonnez-vous et restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire. La nuit à Ouagadougou semblait se dérouler comme tant d'autres. Les lourdes grilles du palais présidentiel restaient fermées, les gardes, imperturbables, surveillaient les entrées et dans les jardins, seuls quelques insectes troublaient le silence. Mais derrière cette façade ordinaire, un engrenage silencieux venait de s'enclencher. Giarta, silhouette élancée, visage neutre, avait franchi le portail plus d'une heure auparavant. Sa couverture était parfaite. Nurse Khalifa, venu vérifier l'état de santé d'un membre du personnel. Les gardes la connaissaient déjà, l'avaient vue lors de précédentes visites. La routine, pensait-il. Personne ne fouilla son sac. À l'intérieur, un pistolet noir équipé d'un silencieux, soigneusement dissimulé. Elle connaissait le palais comme si elle y avait grandi. Les zones hors champ des caméras, les couloirs peu fréquentés, les portes rarement verrouillées. Elle avait été entraînée pour cet instant précis. Son objectif, la salle 2D, le bureau privé d'Ibrahim Traoré. L'ordre était clair, tirer une balle à 22h13, puis s'échapper par une sortie latérale que quelqu'un, de l'intérieur, déverrouillerait pour elle. Ce complice, c'était Sanou, l'un des plus proches collaborateurs du président. Jadis loyal, il était aujourd'hui rongé par la colère depuis la mort de son frère, tombé lors d'une offensive militaire au nord du Burkina Faso. Dans son esprit, trahir Ibrahim Traoré n'était pas un crime, mais une vengeance personnelle. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Amidou, jeune technicien en charge de la surveillance, se battait contre l'ennui, jusqu'à ce qu'une anomalie retienne son attention. L'une des caméras venait de s'éteindre sans raison. En consultant les journaux d'accès, il découvrit que l'idée de Nurse Khalifa n'existait pas dans la base. Une sueur froide lui coula dans le dos. Dans son bureau, Ibrahim Traoré était absorbé par un dossier confidentiel traitant des récentes attaques terroristes. Il ignorait tout du danger qui avançait dans le couloir, déterminé et armé. 22h12, une minute avant le point de bascule. Amidou tenta d'alerter l'équipe de sécurité par radio. Silence. Une deuxième tentative. Toujours aucune réponse. Les secondes défilaient. Ce qui allait suivre ne serait pas seulement une tentative d'assassinat. Ce serait une bataille où le destin du Burkina Faso et l'âme de ses défenseurs se joueraient dans l'ombre, entre la vie et la mort. Les pas de Giarta résonnaient faiblement dans le couloir tapissé. Elle arriva devant la porte 2D. Derrière, Ibrahim Traoré parlait doucement au téléphone, ignorant que la mort se trouvait à quelques centimètres. Sa main se posa sur la poignée, son doigt droit sur la détente. Dans la salle de contrôle, Amidou fixait l'écran. Une caméra venait de s'éteindre, mais il avait activé un système de secours. Il voyait maintenant une silhouette féminine s'avancer vers la porte présidentielle, sans escorte, avec un calme inquiétant. Son instinct criait qu'il fallait agir. Il saisit la radio. Équipe 2, répondez immédiatement. Silence. À cet instant, le téléphone de Giarta vibra. Un message bref. Porte ouverte dans 2 minutes. Le nom de l'expéditeur, Sanou. Son cœur battait vite, mais son esprit restait concentré.
Elle appuya sur un petit dispositif dans sa poche, le signal convenu. Hamidou comprit qu'il n'avait plus le luxe du temps. Il quitta la salle de contrôle, sans armes, avec une seule idée, atteindre le président avant que le coup ne parte. Mais il savait qu'un geste brusque pouvait précipiter la catastrophe. En s'approchant du panneau électrique, il prit une décision radicale, couper le courant. Le palais plongea dans l'obscurité totale. Dans le noir, le silence devint une arme. Dans l'obscurité, Giarta sentit son souffle s'accélérer. Elle leva à nouveau son arme, mais cette fois, sa main tremblait. Une chaise grinça. Puis, la voix d'Ibrahim Traoré, calme et ferme, brisa le silence. « Si vous étiez venu pour tuer, vous l'auriez déjà fait. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'un coup de feu. Elle répondit, la gorge serrée. « Ils ont ma mère. Si je ne le fais pas, ils la tueront. Et si vous me tuez, croyez-vous qu'ils la laisseront vivre ?» répliqua-t-il sans hausser le ton. Ces gens ne connaissent pas la pitié. Ils se nourrissent de la peur. Un long silence suivit. Giarta sentit ses certitudes vaciller. Elle avait répété ce geste des centaines de fois à l'entraînement, mais jamais face à un homme dont le regard portait le poids d'un peuple. « Ah, on m'a dit que vous étiez un monstre », murmura-t-elle. « On dit toujours cela de ceux qui refusent de se soumettre », répondit-il. « Ma famille, ce sont les soldats qui ne sont pas revenus, les enfants dans les camps, les mères qui attendent encore. » Ces mots la transpercèrent. Le pistolet devint lourd, presque impossible à tenir. Enfin, dans un souffle, elle abaissa son arme. Le métal toucha le sol dans un bruit sourd. À cet instant, la lumière rouge d'urgence se ralluma. Les gardes surgirent, mais Ibrahim Traoré leva la main. Pas de mal. Elle a choisi la vie. Dans cette pièce, entre la vie et la mort, le destin du Burkina Faso venait de basculer. Lorsque les portes du bureau s'ouvrirent, les gardes trouvèrent une scène qu'ils n'avaient pas imaginée. Giarta, les mains levées, ne fuyait pas. L'arme gisait au sol, comme témoin muet d'un crime avorté. Ibrahim Traoré, immobile, gardait les yeux fixés sur elle, non pas avec colère, mais avec une étrange forme de compassion. Les ordres furent clairs. Emmenez-la. Pas de coups, pas d'humiliation. Dans les couloirs, la rumeur commença à se répandre. Quelqu'un avait essayé de tuer le président du Burkina Faso et avait échoué. Les langues se déliaient, les visages se crispaient. La trahison d'un homme comme Sanou, longtemps proche du pouvoir, choquait plus encore que la tentative elle-même. Hamidou, lui, n'avait toujours pas retrouvé son souffle. Ce soir-là, il comprit que la sécurité d'un pays ne se jouait pas seulement derrière les écrans, mais dans le courage de prendre une décision en une fraction de seconde. À l'extérieur, la capitale restait calme. Aucun communiqué officiel ne fut diffusé. Pour le grand public et les médias, y compris dans les colonnes d'Africa News, rien ne s'était passé. Mais en coulisses, les conséquences politiques se dessinaient déjà. La survie d'Ibrahim Traoré renforçait son image d'homme indomptable, mais aussi la conscience que les menaces venaient parfois de l'intérieur. Dans les jours suivants, les couloirs du pouvoir se firent plus silencieux, et chaque regard entre collaborateurs semblait chercher des signes de loyauté ou de trahison. Dans les jours qui suivirent, Ibrahim Traoré choisit le silence. Aucun discours officiel, aucune allusion à la tentative d'assassinat. Au lieu de se cloîtrer dans le palais, il reprit ses déplacements vers le nord du Burkina Faso, là où les combats et la pauvreté façonnaient le quotidien. Les images diffusées, parfois captées par Africa News, le montraient portant lui-même des caisses de médicaments, serrant les mains des villageois, écoutant les plaintes et les espoirs d'un peuple fatigué mais debout. Cette absence de réaction publique à l'attaque déstabilisa ses adversaires. Il s'attendait à le voir fragilisé, paranoïaque, peut-être même prompt à purger ses rangs. Au contraire, il renforça ses liens avec les forces de sécurité locales, mais sans donner l'impression de gouverner par la peur. Pour la population, le message était clair. Leur président n'avait pas cédé à la terreur. Cela inspira un regain de confiance, particulièrement dans les zones rurales, où la figure d'Ibrahim Traoré prenait des dimensions quasi légendaires. Sur le plan politique, les services de renseignement lancèrent une traque discrète du réseau auquel appartenait Sanou.
Plusieurs ramifications furent découvertes, impliquant non seulement des agents locaux, mais aussi des influences extérieures, signe que le Burkina Faso restait au centre d'un jeu de pouvoir plus vaste. Dans les conversations privées, un sentiment émergea. Si le président avait survécu à une attaque si proche, c'était peut-être le signe qu'il incarnait bien plus qu'un mandat politique. Pour beaucoup, il devenait le visage d'un Burkina Faso décidé à se relever, malgré les ombres qui l'entouraient. En France, l'histoire n'apparut pas dans les grands titres des journaux. Les rédactions, n'ayant aucune déclaration officielle, ne disposaient que de rumeurs. Mais dans certains cercles politiques et diplomatiques, l'affaire fit l'effet d'une onde invisible. Pour Paris, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré restait un point stratégique complexe, un partenaire africain aux positions de plus en plus affirmées, parfois critiques vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. L'idée qu'une tentative d'assassinat ait pu avoir lieu dans l'enceinte même du palais soulevait des questions délicates. Était-ce le signe d'une instabilité grandissante ou, au contraire, la preuve que le président avait su déjouer les attaques contre son autorité? Dans les conversations à huis clos, certains observateurs français voyaient en Ibrahim Traoré un symbole gênant, celui d'un dirigeant africain refusant de plier devant les pressions extérieures. D'autres, au contraire, y voyaient l'occasion d'ouvrir un nouveau chapitre de coopération, fondé sur la reconnaissance mutuelle plutôt que sur l'héritage du passé. La presse alternative, notamment certains blogs et médias indépendants proches de la diaspora africaine en France, relaya l'affaire avec plus de détails. Sur les réseaux sociaux, des discussions enflammées opposaient ceux qui doutaient de la véracité de l'histoire et ceux qui y voyaient une preuve de la résilience du Burkina Faso. Au-delà de la France, la tentative d'assassinat présumée contre Ibrahim Traoré commença à circuler dans certaines colonnes spécialisées et plateformes d'information africaines, notamment Africa News. Bien que le gouvernement du Burkina Faso ne confirmât jamais officiellement l'incident, des journalistes d'investigation, citant des sources proches des services de sécurité, évoquaient un incident grave survenu au palais présidentiel. Dans plusieurs capitales africaines, les analystes politiques y virent la confirmation d'une réalité inquiétante. Les dirigeants qui s'opposent aux agendas externes, qu'ils soient économiques ou militaires, deviennent rapidement des cibles. Des comparaisons furent faites avec d'autres figures africaines qui, par le passé, avaient échappé de peu à la mort avant de consolider leur pouvoir. Les médias internationaux généralistes restèrent prudents, mais dans les cercles diplomatiques, la discussion prit un ton plus direct. Si Ibrahim Traoré était tombé ce soir-là, quelle aurait été la suite pour le Burkina Faso et la région sahélienne déjà instable? Pour certains pays voisins, cette survie représentait un signal fort. Le Burkina Faso restait capable de protéger son chef d'État, malgré des vulnérabilités internes. Pour d'autres, elle était perçue comme un rappel que le pays se trouvait au cœur d'un échiquier géopolitique plus large, où chaque geste, chaque parole pouvait attirer des alliés ou des ennemis. À mesure que l'histoire circulait, une perception se renforça. Ibrahim Traoré n'était plus seulement un président en exercice, mais un symbole vivant d'un combat plus vaste pour la souveraineté et la dignité de l'Afrique. Un combat que même une balle prête à être tirée n'avait pas réussi à interrompre. Les jours qui suivirent, la tentative d'assassinat plongèrent les cercles du pouvoir dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Sanou, bras droit de longue date du président, avait disparu comme une ombre avalée par la nuit. Aucune trace officielle, aucune caméra de surveillance ne montrait sa fuite, comme si tout avait été planifié bien avant que la première balle ne soit armée. L'enquête interne, menée avec un silence méthodique, révéla un tableau bien plus sombre qu'un simple acte de trahison personnelle. Sanou n'était pas un pion isolé. Il appartenait à un réseau structuré, composé d'anciens militaires marginalisés, de fonctionnaires mécontents et de relais économiques liés à l'étranger. Leur but, fragiliser la présidence d'Ibrahim Traoré, freiner ses réformes jugées trop indépendantes, et replacer le Burkina Faso dans une orbite plus favorable à certains intérêts puissants hors du continent. Des documents interceptés montrèrent des transferts de fonds transitant par plusieurs pays, des messages chiffrés évoquant, le soir de la libération,
et même des instructions venant de voies inconnues, jamais localisées. Ce réseau ne se contentait pas de manœuvres politiques. Il investissait aussi dans la propagande numérique, cherchant à miner la confiance populaire à travers de fausses informations. Pour Africa News, cette découverte confirma une vérité amère. Les batailles pour la souveraineté africaine se jouent autant dans les couloirs feutrés et les comptes bancaires offshore que sur les lignes de front. Mais au milieu de cette tempête politique, un détail inattendu commençait à émerger des rapports. La disparition de Sanou avait ouvert un vide, et c'est Djiarta, l'ancienne assassine, qui allait, contre toute attente, y trouver une place. Djiarta ne remit jamais les pieds dans une cellule ordinaire. Quelques heures après son arrestation, elle fut transférée dans un lieu dont l'existence n'était connue que de quelques officiers loyaux. Là, loin des regards et des bruits de la ville, elle fit face non plus à des barreaux, mais à des questions. Ce ne fut pas Ibrahim Traoré lui-même qui l'interrogea, mais un officier de confiance. On ne chercha pas à lui arracher des aveux par la peur. Au contraire, on lui offrit un choix. Elle pouvait disparaître comme tant d'autres, ou utiliser sa connaissance du réseau pour le frapper de l'intérieur. Au début, elle refusa. Sa loyauté, bien que fissurée, n'avait pas encore basculé. Mais les jours passèrent, et elle reçut une nouvelle. Sa mère, que le réseau utilisait comme otage, avait été libérée grâce à la chute précipitée de Sanou et à la neutralisation de plusieurs caches. Cette nouvelle fit craquer ce qui restait de son attachement à ses anciens commanditaires. Ainsi, discrètement, Djiarta intégra un programme de contre-espionnage. Sous une nouvelle identité, elle devint une source précieuse pour les services burkinabais, traquant les résidus du réseau qu'elle avait autrefois servi. Pour Africa News, c'était une ironie frappante. Celle qui avait failli mettre fin à la vie d'Ibrahim Traoré devenait désormais l'une des armes silencieuses pour protéger le Burkina Faso. Quelques semaines après la nuit où tout faillit basculer, Ibrahim Traoré apparut à nouveau dans le nord du Burkina Faso. Pas entouré d'un cortège protocolaire, mais au milieu des habitants, portant lui-même des caisses de médicaments et d'eau potable. Ses gestes étaient simples, son regard toujours marqué par la fatigue, mais illuminé par cette conviction qu'aucune balle, aucun complot ne pouvait briser. Il ne parla jamais publiquement de cette nuit. Pour lui, l'essentiel n'était pas de rappeler qu'il avait survécu, mais de montrer qu'il continuait à servir. Aux yeux de beaucoup, il n'était plus seulement un chef d'État, il devenait le visage d'une Afrique qui refuse de plier, un symbole que Africa News et d'autres médias ne pouvaient ignorer. Un soir, lors d'un échange avec des soldats, il prononça une phrase qui resterait gravée dans la mémoire collective. « Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour la prendre. » Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour suivre le chemin d'une Afrique qui ne baisse plus la tête. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et l'Afrique tout entière.